Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menger, vous êtes professeur du Collège de France, vous êtes professeur de sociologie. Les cours de Pierre-Michel Menger, moi j'ai passé mes vacances de Noël avec vous à écouter comment achever une œuvre. Voilà, c'était absolument merveilleux, donc je recommande vos cours du Collège de France disponibles partout et sur France Culture. Vous avez publié avec Colin Marchica, Yann Rénizio et Pierre Verschuren dans la Revue française d'économie en 2020, Formation et carrière mathématique en France, un modèle typique d'excellence. C'est un article absolument passionnant parce que finalement la question que vous posez c'est mais comment expliquer l'excellence française en mathématiques et peut-on l'expliquer par la question des carrières? Voilà, vous êtes notamment spécialiste de la question des talents. Absolument, oui. L'effort que nous avons réalisé, qui était important parce que nous voulions fonder notre démonstration sur des données empiriques, je crois que je n'ai jamais écrit un article ou coécrit un article avec autant de données empiriques. Ce sont des mois et des mois de travail, de bases de données, d'archives, etc., pour rattraper un peu le décalage que nous avons avec des pays qui sont beaucoup plus forts que nous en sciences de la science. Quoi qu'on puisse penser des indicateurs bibliométriques, etc., l'idée qu'il faut analyser les systèmes d'enseignement supérieur, de recherche avec des données et pas simplement des arguments qu'on s'envoie à la tête pour échanger des polémiques, cette idée-là, elle m'a habité depuis que je suis au Collège de France. Et les portes s'ouvrent plus facilement pour trouver les données quand on a une position de ce genre. Et donc, l'idée était que dans la totalité des données que nous avions, qui portent sur toutes les disciplines de l'enseignement supérieur sur 30 ans, toutes les carrières dans toutes les disciplines sur 30 ans, ce qui est quand même un trésor en soi, mais qui demande à être analysé longuement. Il y avait une discipline qui nous intriguait beaucoup parce qu'elle avait des caractéristiques tout à fait particulières quand on faisait les comparaisons. Et ce sont les mathématiques. Les mathématiques aujourd'hui sont un grand sujet, à la fois d'intérêt général. La numératie prend le pas sur la littératie dans le monde du travail, de l'invention, de l'innovation, etc. Et ça, c'est en soi un gros enjeu. Et l'autre enjeu, c'est les pays se comparent entre eux en termes de performance scolaire. La France est réputée avoir effectivement décroché en termes de résultats dans les grands PISA, TIMSS, etc., qui sont des comparaisons internationales assez solides et assez robustes. Une de mes doctorantes travaille là-dessus exactement. Et donc, ça, c'est la partie scolaire. Mais de l'autre côté, à la fine pointe de la production mathématique, nous avons la recherche et nous sommes effectivement, nous Français, bien dotés en talents extraordinaires puisque nous avons eu à maintes reprises des médaillés Fields, qui est la plus haute distinction, qui est attribuée tous les 4 ans à des mathématiciens de moins de 40 ans, ce qui vous donne l'indice de sélectivité et de précocité du talent mathématique. Et là, je voulais voir un peu ce qui se passait au juste. Donc, des caractéristiques singulières, une pointe d'excellence. Qu'est-ce qui fait qu'on produit ce type d'excellence? Et là, les données parlent de manière exceptionnelle, je dois dire. Là, vous avez fait un teaser prodigieux, donc dites-nous tout. Les données parlent de manière exceptionnelle parce que quand on regarde, ne serait-ce que les carrières pour commencer, les carrières des médaillés Fields, ils sont sortis des Olympiades de mathématiques vainqueurs avec des médailles d'or pour la plupart. Est-ce que vous connaissez les Olympiades de mathématiques? Peu de gens les connaissent. Or, c'est un monde en soi, c'est le monde des clubs de mathématiques, c'est le monde périscolaire de la production, d'une socialisation à la fois à la compétition et au jeu. C'est comme dans les échecs ou dans la musique classique ou dans le sport. C'est un peu du même ordre, ça, sur le volontariat, mais c'est relié au monde scolaire. Donc, c'est un premier indice. C'est une socialisation à la compétition de manière non scolaire, d'une certaine manière. Deuxième indice, il passe par les grandes écoles et par les classes préparatoires des grandes écoles et par une seule grande école qui est l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Je connais bien ces jeunes mathématiciens que j'ai beaucoup vus dans ma jeunesse. Et ensuite, ils vont faire leur doctorat dans quelques universités, essentiellement parisiennes, qui sont les plus réputées en mathématiques. Orsay, Paris 6, autrefois Paris 7, tout ça, les noms ont changé. Dauphine, il y a quelques universités qui concentrent énormément. Vous avez des données sur tous ces aspects dans le texte, hein, on a tout calculé. Le taux de concentration des doctorats sur la totalité des mathématiciens français, etc. Et puis ensuite,
les meilleurs font carrière, commencent leur carrière dans la recherche, dans des postes du CNRS, qui fait du cherry picking et qui prend ceux qui sont les plus prometteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si, une fois qu'on est dans ce dualisme français que vous connaissez bien, les postes de recherche pure et les postes d'enseignement et de recherche. Évidemment, il y a un avantage considérable à être dans des postes de recherche pure, surtout pour avoir le booster de la première partie de carrière, celle justement où les mathématiciens sont les plus productifs, entre 20 et 35 ans, quelque chose comme ça. Et à 40 ans, on fait les comptes et on regarde s'ils sont médaillables ou pas. Eh bien, dans cette période de recherche intensive, ils sont effectivement, comme on le montre avec des données là encore, ils tirent parti d'un poste au CNRS, puisqu'ils produisent davantage que des collègues mathématiciens qui ont eu, eux, un poste dans l'enseignement supérieur et qui étaient assez proches au départ en termes de publications pré-recrutement. Et donc, on les compare et on les suit sur 15 ans. Et on voit ce qui se passe. Et effectivement, ils bénéficient de ce poste de recherche. Mais ensuite, une partie d'entre eux vont quitter les postes de recherche pour passer à l'université. Et ça, c'est assez peu fréquent dans le monde de la recherche ou du CNRS. La plupart du temps, les gens restent dans des positions de recherche qui sont suffisamment attractives, surtout si l'université ne donne pas des signes extraordinaires de santé ou de non-écrasement par des tâches annexes, etc. etc. Donc, mais eux passent à l'université, pas n'importe où évidemment, ils passent dans les universités qui leur correspondent le mieux, c'est-à-dire les universités de recherche intensive, où ils peuvent travailler avec des doctorants dont ils étaient les équivalents 10 ans avant. Et c'est ça le ressort de la chose. Et tout ça fait partie d'une sorte de doctrine qui est une doctrine de la communauté. Et c'est un paradoxe parce que la communauté est à la fois très hiérarchisée. À 20 ans, vous savez à peu près quelle est votre espérance de réussite et à quel niveau dans la communauté des mathématiciens. C'est assez violent. Et en même temps, ils multiplient les signes de relations interpersonnelles et de relations communautaires. Le livre qu'on publiera, qui est un livre collectif, sur les mathématiques, ce sera intitulé « Communauté mathématicienne » d'ailleurs. Simplement, il y a une tension. Est-ce que ces mécanismes, qui est assez vertueux au fond, bénéficier d'un poste de recherche, puis ensuite rendre en formant les jeunes, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il est durable? Et là, les données montrent qu'il est soumis en permanence à des tensions. La tentation de vouloir rester dans une position de pure recherche est suffisamment forte pour qu'il faille des incitations ou des règles communautaires pour freiner ce mécanisme d'ancrage dans une position de pure recherche. D'enracinement, oui. Voilà. Et puis après, il y a d'autres faits qui sont étonnants. J'ai parlé de recrutement très précoce. J'ai parlé aussi d'une carrière qui met beaucoup l'accent sur la recherche et donc la compétition dans la recherche. Il y a quand même aussi un facteur ou deux facteurs qui sont étonnants, c'est la recherche accepte la compétition si la compétition est juste, si elle n'est pas biaisée. Et les mathématiciens sont très soucieux d'une juste compétition. Alors vous pouvez me dire, c'est de l'idéologie, qu'est-ce qu'il prouve? Eh bien, il y a des données qui le prouvent. Par exemple, le nombre de candidats à un poste en mathématiques à l'université ou au CNRS est beaucoup plus élevé que dans les autres disciplines. Et en outre, il y a un soin tout à fait particulier qui est mis à ne pas fausser la compétition en faisant de l'endo-recrutement, du fameux localisme. Nous avons fait un tableau assez étonnant, je dois dire, où nous avons toutes les disciplines et nous avons les candidats à un poste dans toutes les disciplines, dans chacune des disciplines, en abscisse et en ordonnée, nous avons qui a été admis et est-ce que c'était un local ou pas. Les mathématiciens sont les seuls à être non localistes, rigoureusement les seuls. Et ça sort des données. C'est vraiment absolument flagrant. Deuxième indice, ils veulent une compétition très ouverte sur le monde international. Les mathématiciens, notamment les mathématiciens purs, sont ceux qui recrutent le plus les profs à l'étranger, au niveau professoral. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, encore une fois, ce sont des données comparatives. Donc vous voyez, vous pouvez tout calibrer exactement et regarder ce que toutes ces notions veulent dire. Excellence, compétition, fairness, justice en quelque sorte dans la compétition, etc. Tout ça, vous pouvez le calibrer avec les données. C'est ça l'effort qu'on voulait réaliser. Et donc, il en ressort une image assez étonnante. C'est-à-dire, c'est une discipline qui est plus universaliste,
presque par destination, puisque les mathématiques sont un langage très abstrait, on n'a pas besoin de beaucoup d'équipements, un tableau noir, une craie, etc. C'est une discipline qui sait ce que c'est que la compétition, et la compétition doit être juste, et c'est une discipline qui profile un modèle d'intégration enseignement-recherche qui est assez différent du fameux dualisme ou des carrières en silo, soit recherche pure, soit enseignement et recherche, et débrouillez-vous. Et voilà. Donc ça fait un ensemble. Il y a un détail qui est assez fâcheux, je dois dire, et il arrive en conclusion de l'article, c'est la féminisation misérable de la discipline. C'est quand même étonnant. Depuis 40 ans, on a 11% de professeurs femmes à l'université en mathématiques, et pas plus. Et les choses ne s'améliorent pas, elles sont assez différentes, en partie différentes pour les mathématiques appliquées, qui sont des zones plus poreuses à des carrières qui peuvent évoluer dans d'autres mondes. Mais en mathématiques pures, qui est la discipline la plus exigeante, et dont se rapproche peut-être uniquement la physique théorique, les femmes sont très très minoritaires, et ça c'est quand même incroyable. Est-ce que c'est un produit d'une culture de la compétition? Est-ce que c'est un produit de cette sélection en entonnoir par les classes préparatoires, où il peut y avoir en quelque sorte une écologie trop masculine qui décourage les femmes ou qui même les intimide, ou même les étudiants intimident les femmes, comme une brillante mathématicienne me l'a raconté? Il y a beaucoup de sujets là-dedans, mais c'est un vrai grand problème, parce que je faisais un exposé à Tokyo University il y a quelques jours par Zoom. Hélas, j'aurais bien aimé être là-bas. Et les Japonais m'ont dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, chez nous c'est encore pire, c'est toute l'université qui est comme ça. » Donc, mais ce n'est pas pour me consoler du fait que nous n'y arrivons pas vraiment. Et il faut faire quelque chose, évidemment. Il faut faire quelque chose. Formation et carrière mathématique en France, un modèle typique d'excellence, c'est à retrouver dans la Revue française d'économie. Cela vient d'être reproduit dans la Gazette des mathématiciens, voilà. Gazette des mathématiciens. Une synthèse, oui. Un article appelé à faire référence, parce que là, vous nous donnez à voir tout le potentiel quand on plonge dans les données, quand on les constitue avec tout le travail que cela présuppose. Beaucoup de travail. Et vous dites un modèle typique d'excellence, aussi peut-être avec ses limites, comme vous l'avez évoqué. Absolument, il faut être axiologiquement neutre pour regarder les choses avec réalisme et avec profondeur en même temps. Merci Pierre-Michel Menguer. Merci Jean-Philippe Denis.